On va poursuivre et demander à Sophie Mendy, Jean Soufflet, Renaud Lafeuillade et Bruno Kobel de nous rejoindre s'ils le veulent bien pour évoquer les entreprises publiques et leur capacité à avoir une stratégie d'achat vertueux d'un point de vue notamment environnemental, mais plus largement RSE, responsabilité sociale et sociétale. Est-ce que Renaud Lafeuillade, Bruno Kobel, Jean Soufflet, Sophie Mendy sont avec nous? Oui, pour l'essentiel. Voilà. Alors, on va là directement parler d'exemples concrets de démarches qui sont entreprises par des entreprises, qui sont mises en œuvre par des entreprises publiques. Et si vous le voulez bien, on va commencer avec Sophie, qui est adjointe à la direction des achats de la Société des Grands Projets, qui était autrefois la Société du Grand Paris. Et vous êtes venu nous dire, on a intégré des critères environnementaux dans tous les appels d'offres qu'on a lancés, parce que le poids carbone, d'émissions carbone de notre activité, forcément, il est important. Tout à fait. Effectivement, le Grand Paris Express, qui est le projet pour lequel nous sommes le maître d'ouvrage, va générer 4,4 millions de CO2, et dont la moitié est liée à nos chantiers, et donc à la réalisation de nos ouvrages, qui sont réalisés pour la plupart avec du béton. Et donc, très rapidement, on a dû faire face à cet enjeu et réfléchir aux mécanismes qu'on pouvait mettre en place dans nos achats. C'est combien de gares exactement? Alors, on a 68 gares à réaliser. 68 gares à réaliser, donc on imagine les tonnes de béton. Et dans le béton, évidemment, il y a du ciment, c'est le liant, et c'est dans le ciment que se trouve l'essentiel des émissions carbone. Et donc là, qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de rendre ces appels d'offres un peu plus exigeants dans ce domaine-là? Alors, tout d'abord, on a intégré des critères d'évaluation des offres liés, on va dire, justement à l'émission de carbone, et on incite les entreprises à essayer de nous proposer des solutions en béton bas carbone. Et donc, l'évaluation permet aux entreprises de proposer des solutions qui sont, si elles sont retenues, on va dire, intégrées dans le marché. Et ensuite, on évalue tout au long de la démarche, tout au long des travaux, la bonne prise en compte et le respect de la solution qui est proposée. Alors, est-ce que vous intégrez dans l'appel d'offres, dans le cahier des charges, que figure à la fois, évidemment, le prix en euros et le prix en CO2? Tout à fait. Tout à fait. On a également la possibilité d'intégrer, nous, notre évaluation de notre côté, puisqu'on est concepteur des ouvrages. Donc, on évalue également nos ouvrages par ce biais-là, grâce à la direction de la stratégie de l'environnement et de l'innovation, qui fait cet exercice. Puis, on confronte avec les solutions des entreprises. Alors, évidemment, ces solutions, elles sont forcément plus chères. Elles sont plus chères, mais assorties, on va dire, de la réduction du CO2. Et donc, cette réduction est importante à nos yeux. Et on cherche à savoir, depuis le début de cet après-midi, si l'État joue un rôle moteur dans les stratégies de politique publique, et notamment en matière environnementale. Ça veut dire que vous êtes prêt à payer un peu plus cher? Tout à fait, on est prêt à payer un peu plus cher, et on va même plus loin en proposant des primes incitatives pour inciter les entreprises à réduire encore plus l'empreinte carbone tout au long du chantier. C'est-à-dire que si une entreprise, quelle que soit sa taille, vous propose une variante moins émissive, vous êtes prêt à contribuer financièrement? Tout à fait, durant l'exécution, puisqu'on a le volet, je vous ai indiqué le volet en passation, qui est l'introduction de critères d'évaluation, et puis en exécution, pour les marchés pour lesquels on n'a pas pu mettre ces critères d'évaluation, on a la possibilité d'inciter par une prime la réduction que peuvent proposer les entreprises. Alors, j'ai quand même une question à vous poser. Peut-être que vous la livrez un peu agressive, mais peu importe. Sur des dossiers comme ça,
souvent, on n'est pas dans l'allotissement, on est dans des marchés globaux de performance à minima. Donc, ce sont des majors qui répondent. Quid des PME? Alors, nous, sur ces marchés, effectivement, les marchés de construction lourde de nos ouvrages, on a les majors qui répondent essentiellement, hein, puisque ce sont des marchés à fort volume. Néanmoins, on a intégré dans nos marchés, et je rejoins ce qui a été dit sur l'aspect social, on a intégré la possibilité, et même c'est une exigence, que les majors puissent proposer, en tous les cas, une partie du montant du marché aux PME. Et cette partie, on l'évalue à 20%. On souhaite que 20% du montant du marché soit dévolu aux PME. Et donc ça, c'est une exigence qu'on a intégrée dès le démarrage du projet auprès ce qui est un moyen aussi d'embarquer les PME dans toutes ces nouvelles techniques, etc., de construction. Tout à fait. L'objectif, c'est quoi? Il y a un objectif qui a été fixé, X% de moins d'émissions sur nos projets. Tout à fait. Donc, on est à 25% de moins d'émissions sur l'ensemble du projet. Bien, merci beaucoup. Vous intervenez quand vous le souhaitez, si d'aventure les zones qui vous entourent vous en donnent l'occasion. Renaud Lafeuillade, chef du pôle achat responsable à la SNCF. Alors, c'est marrant comme titre. Parce qu'on se dit, s'il y a un pôle achat responsable, c'est-à-dire qu'il y a un pôle achat irresponsable. Alors, bonjour à tous. Oui, non, mais je ris qu'à moitié. Cette dénomination est étonnante, à tout le moins. Bref, je passe. Ça ne vous a pas inspiré. Donc, vous partez du principe que la SNCF est une entreprise qui fait appel à énormément de main-d'œuvre et qu'il y a quelque chose à faire dans le domaine de la solidarité. Alors, expliquez-moi. Alors, oui, tout à fait, mais pas que dans le domaine de la solidarité, dans le domaine de tous les achats responsables. Et là, moi, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui hein, en tant qu'entreprise publique SNCF. Donc, le groupe public ferroviaire, c'est 5 SA. Ces 5 SA, c'est quand même une puissance d'achat importante puisque c'est 15 milliards d'euros d'achats par an. Et 15 milliards d'euros d'achats qui sont faits à 97% en France. Donc, voilà, nous, SNCF, entreprise publique, donc on le fait parce que le Code de la commande publique nous incite à développer la durabilité. On le fait parce qu'on a une politique RSE et parce qu'on croit que la pérennité de notre activité et la performance de notre activité, elle nécessite d'avoir une activité durable et parce que notre raison d'être, agir pour une société en mouvement solidaire et durable, eh bien, elle est dans les territoires. Elle met en avant la solidarité, elle met en avant la durabilité. Donc, cette politique achat responsable qui décline notre politique RSE, elle a 2 jambes. La première, et c'est celle que je vais développer, c'est avoir un impact plus positif sur les territoires, justement, en France, puisque SNCF, on maille le territoire. Et ça part d'une décision de gouvernance, d'une décision de stratégie d'entreprise, donc d'une politique achat, une politique RSE au même niveau, régalien, qui s'applique du coup à l'ensemble des sociétés du groupe, et donc du coup de la filière achat du groupe. Et dans cette politique achat, on a 2 objectifs forts. L'important, celui du jour, c'est les achats solidaires, les achats inclusifs. On veut, à horizon 2030, réaliser 100 millions d'euros d'achats auprès d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, et à majorité auprès d'entreprises inclusives, donc handicap, insertion. Donc ça, c'est en marché direct, en achat direct. On veut également contractualiser et faire en sorte que nos fournisseurs classiques, lorsqu'ils répondent à nos marchés, ils répondent avec ces ressources de l'économie sociale et solidaire. Donc, on contractualise des clauses d'insertion, des engagements d'heures d'insertion. Dans quel type d'activité on parle là exactement? Alors, justement, ça rejoint la boutade que vous avez dit au début, un pôle achat responsable. Pourquoi est-ce qu'on ferait des achats irresponsables? Non, la SNCF, depuis 10 ans, on est engagé dans les achats responsables, comme beaucoup d'entreprises publiques d'ailleurs, et on avait même jusqu'à présent un département qui était chargé de ça. Ce département, il avait une quinzaine de personnes, il était un petit peu annexe, en transverse à la direction des achats, et c'était lui qui faisait les achats responsables. Voilà, donc 15 personnes pour les 15 milliards d'euros d'achat de la SNCF, et pour une filière achat où il y a plus de 1000 acheteurs.
Donc, on voit bien qu'on va vite avoir un problème de déploiement. Avec 15 personnes, on a couvert, grosso modo, les projets phares. Donc, en achat inclusif, on réalisait bon an, mal an, 20, 25 millions d'euros par an. Notre conviction, c'est que ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, décision forte de la stratégie d'entreprise, on fixe un objectif ambitieux, 100 millions d'euros, fixé à toute l'entreprise. Donc, il s'applique à toutes les activités, à tous les business, pour tous leurs achats. Et puis, on change d'organisation. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a plus 15 personnes d'une direction déléguée achat responsable et qui fait l'achat responsable, mais c'est une transformation totale du métier de l'acheteur que nous avons Tout le monde est concerné. mené exactement et qu'on continue de déployer. On a formé l'ensemble des acheteurs aux achats responsables. Voilà. L'ambition, c'est ça, c'est que l'acheteur aujourd'hui, pour être acheteur à la SNCF, on doit avoir acquis ou acquérir une expertise en achat responsable. On parle de quoi? D'activité de gardiennage, de propreté, c'est ça? Alors, tous les marchés. Donc, évidemment, les marchés qui sont les plus propices originellement, donc les marchés de main-d'œuvre, mais aussi les marchés industriels, les marchés de maintenance industrielle. Voilà, on a des belles réalisations à ce niveau-là. Vous avez noté espace vert, blanchisserie, transport de voyageurs en situation de handicap, propreté, nettoyage, tri, collecte, c'est ça, tous ces secteurs. Alors, tout à fait. Donc là, ce sont les familles qu'on a traitées en premier parce que c'est plus facile. C'est des familles corporate qui sont traitées par la direction des achats groupes. C'est des familles à gros volume. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Voilà, on l'a cité ce matin. Il faut bien connaître la ressource en France. Donc, il y a un sourcing important. Et je veux à ce moment-là citer nos deux partenaires avec qui on travaille main dans la main. Donc, le marché de l'inclusion, qui est une plateforme qui émane de Bercy, qui est une plateforme de mise en relation entre un besoin d'achat sur tous les types de domaines et puis la ressource en France actuelle dans le monde du handicap ou de l'insertion. Et puis, on travaille aussi avec les têtes de réseau GESAT et Andeco. Historiquement, on avait deux conventions avec ces organismes, têtes de réseau du STPA, qui se sont réunis en fusion l'été dernier pour donner Osmose. Voilà, donc ça, c'est un travail de longue haleine, de rencontre et de connaissance de l'offre en France, et puis de conviction en interne. Donc, on sensibilise les prescripteurs, évidemment, avec à nos côtés la direction RSE, donc direction achat, direction RSE. Voilà, on pousse les business, on pousse les activités pour leur dire comment déploies-tu la politique RSE du groupe dans ton besoin. Et puis, nous, acheteurs, on vient avec des propositions. Renaud, par exemple, questions rapides. Est-ce que vous pouvez y répondre rapidement? La première, c'est est-ce que cet achat solidaire, c'est un achat, allez, peu importe si j'exagère, de charité? Alors, pas du tout, effectivement. Alors, les leviers de la commande publique, vous les connaissez aussi bien que moi, nous permettent de faire des marchés réservés. Alors, on le fait bien sûr de temps en temps, mais on y est peu favorable et même à la demande même des têtes de réseau, puisque quand on va chercher une ressource dans l'économie sociale et solidaire, on y va pour avoir une performance. Ils ont autant de labels, autant de qualité, ils sont capables de faire de l'industrie, ils sont capables de faire plein de choses de la même qualité que les gros groupes ou des PME ou d'autres entreprises qui ne seraient pas françaises, qui plus est. Donc non, ce n'est pas du tout un achat charitable. Par contre, c'est un achat dans lequel on va prendre une performance globale. À la SNCF, on a choisi, dans notre politique achat responsable, de consacrer 20% de la notation des offres en critères d'attribution à la RSE. Donc, on va mettre des critères. Donc, on va regarder c'est quoi les émissions de gaz à effet de serre pour répondre aux besoins, c'est quoi ta manière d'inclure les personnes en difficulté socio-professionnelle pour revenir aux besoins. Ce que je veux dire sur nos achats, c'est qu'on est vraiment connecté à nos territoires par essence, puisque la SNCF maille le territoire, et parce qu'on a des besoins dans tous les territoires. Et nos 15 milliards d'euros d'achats, on a fait une étude d'empreinte territoriale des achats, ils correspondent à 19 milliards d'euros de PIB en France. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nos clients. Ce sont les autorités organisatrices, ce sont les voyageurs. Donc c'est important que les besoins SNCF, ils développent les PME en France, mais pas que, ils donnent de l'emploi aux Français et qui plus est aux personnes en difficulté socio-professionnelle. En tout cas, vous vendez bien votre initiative. Ouais. C'est pas la mienne. Vous allez voir, vous allez être applaudi, vous allez voir, spontanément. J'en ai réveillé deux là, non mais attendez, je rêve.
bien, en tout cas, chapeau, 100 millions d'euros objectif. Aujourd'hui, vous en êtes à 42. Rendez-vous 2030. Cette année, on est à voilà, 42. Jean Soufflé, Résilience. Alors, Résilience, c'est une plateforme d'activité. Présentez-la, vous le ferez mieux que moi. Très bien, merci. Bonjour à tous, merci de cette invitation. Résilience, oui, c'est une entreprise qui fait de la confection textile. Vous connaissez tous nos produits, à moins d'avoir passé votre été dans un bunker, parce que vous avez pu nous voir sur le maillot des volontaires pour les JO. Donc, si vous vous souvenez bien, le petit discours de Tony Estanguet, à côté, il y avait une dame qui tenait un parapluie avec un beau maillot. Donc, ce sont Résilience qui est fabriqué, et également les serviettes des athlètes, les serviettes roses qui étaient données aux athlètes, où on est très, très fiers aussi de se dire qu'ils sont tous repartis partout dans le monde avec ces serviettes-là. Je suis une petite PME à Roubaix, on est 15. Tous nos produits ont été vus par le monde entier et sont aujourd'hui partout dans le monde. Je fanfaronne un tout petit peu là-dessus, mais en fait, la réalité textile aujourd'hui est très difficile. Faire du Made in France, c'est pas facile. Dans le textile, encore plus. C'est un secteur assez difficile. 97% du textile il est importé d'Asie. Tout à l'heure, on parlait de la balance commerciale, donc c'est que 3% qui sont fabriqués en France. On est sur un marché assez dur. Et je vais reparler un peu plus de résilience maintenant. On s'est créé, nous, autour d'une triple mission sociale, sociétale et environnementale. Sociale, parce que Résilience, c'est une plateforme d'animation d'un réseau d'ateliers de l'ESS, Économie sociale solidaire dont tu parlais. Et donc, on a 16 ateliers dans notre réseau, entreprises d'insertion ou entreprises adaptées. Et voilà, c'est notre première mission, c'est de leur donner le maximum de travail pour qu'eux puissent faire leur mission sociale. Deuxième mission sociétale, en fait, Résilience, on appartient à une association, une entreprise classique. Notre actionnaire est une association. Et donc, 0 dividende qui remonte à cet asso. Tout l'enjeu pour nous, c'est de réinvestir en permanence tout ce qu'on peut gagner dans l'industrialisation textile et travailler pour le développement de l'industrie textile en France. Et enfin, environnemental, parce qu'en proposant des produits made in France, on pense être sur des produits bien plus durables. Et vous avez remporté un appel d'offres avec le ministère de l'Intérieur, un appel d'offres important. Exactement. Donc, un très bel appel d'offres, très structurant pour nous. Donc, c'est l'appel d'offres qui concerne les habits de sport, t-shirts et cuissards pour les jeunes recrues de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Donc, c'est très structurant et c'est un bel appel d'offres pour nous. Structurant parce que c'est des volumes assez importants. On est sur 80 000 t-shirts par an pendant 4 ans. C'est pérenne. On est sur un produit qui, logiquement, ne va pas trop bouger. Je pense que sur la police nationale, on n'est pas trop sur la fast fashion. Donc, je ne pense pas avoir à changer la couleur des t-shirts tous les 4 matins. Donc, voilà, pour un industriel, c'est un magnifique projet industriel. 4 ans, un produit stable. Donc, on va pouvoir vraiment avoir une action industrielle vis-à-vis de ce produit. Et vous avez un code barre sur le maillot. Oui. Alors, on a plusieurs fiertés autour de ce produit. Une fierté pour les équipes de travailler pour la police et la gendarmerie. C'est des belles institutions. Une autre fierté, c'est que ce projet va faire bosser 10 ETP, donc une vingtaine de personnes en permanence pendant les 4 ans, qui est notre mission principale. Et enfin, ce petit code barre sur tous les maillots. Donc, il y aura un QR code où l'élève policier ou gendarme pourra scanner et il aura toute la traçabilité du produit, où il a été fait, d'où vient la matière, comment elle a été tissée, où ça a été fabriqué. Et ça ira un peu plus loin parce qu'il pourra voir, tiens, ça a été fait dans tel atelier de résilience dans le sud-ouest. C'est telle étape, comment ça marche, c'est quoi comment on fait la confection d'un produit. Et on va aussi aller plus loin dans les histoires sociales. Donc, qui s'accompagnait des sorties positives. Donc, sorties positives, c'est personnes qui sont sorties d'un atelier d'insertion pour un emploi durable. Et on va pouvoir raconter toutes ces histoires. Et je vous disais qu'on est fiers de travailler pour la police nationale. Je veux que cette fierté, elle revienne aussi aux élèves derrière, qu'ils soient fiers de participer à ça et qu'il y ait un vrai lien qui puisse se faire par ce QR code. Juste une question. Alors, d'un point de vue économique, vous l'avez dit, je crois, vous êtes en concurrence avec la Chine et l'Asie, donc c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut une forme de courage de la part de l'État ou des collectivités locales qui font appel à vous pour travailler avec des entreprises qui ne font pas toujours le prix le plus… Alors, c'est sûr qu'en prix, vis-à-vis de l'Asie, on défend un modèle social qui est le modèle social français. Il est beaucoup plus cher que l'asiatique. Il faut du courage, des personnes en ont eu, et pour moi, c'est le gros point de challenge par rapport à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Il a fallu du courage et des convictions de personnes pour faire travailler des entreprises françaises qui ont une mission publique. Ça devrait être une évidence, ça devrait être simple, ça devrait être facile. Et aujourd'hui, ce n'est pas eu le courage de certaines personnes, eh ben, ça n'aurait pas lieu. On l'a entendu tout à l'heure, on a beaucoup entendu parler du mot juridique. Moi, je suis un ancien acheteur de grandes entreprises françaises industrielles. Dans un forum achat, juridique, on n'en parle pas. Ce qui est important, c'est la valeur qu'on va apporter à l'entreprise. Ici, on a souvent entendu parler du juridique. On voit que c'est là, c'est toujours présent.
Ça met des contraintes. J'étais effaré de ce que disait monsieur Olivier, j'ai oublié le nom, pardon. Des contraintes légales qui reposent sur les acheteurs. On est les seuls à voir ça. C'est dingue, ça ne facilite pas le travail alors qu'on est là, nous, pour une mission simple, publique, dans les territoires. Mais ces ateliers sont partout en France. Donc, il y a une vraie opportunité pour les territoires. Ça devrait être simple. C'est un petit peu compliqué. Alors, ce qui va être très, très simple, c'est que vous venez de gagner un client. Oui. Il est à votre droite. C'est Bruno Kobel. J'espère que je suis là aussi parce qu'il a dit 70 millions de plus Non, mais d'achats. 1 ou 2 millions nous ira très bien. Mais ça, je vous laisse négocier. Là, c'était juste parce que vous allez voir, il y a pas mal d'argent aussi. Un DGS de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg qui m'a dit, nous, on bosse sur ce sujet-là pour être moteur en matière de RSE dans notre stratégie d'achat. Mais pour ça, d'abord, il faut une volonté politique. Les temps sont ce que sont les hommes. Quand les hommes sont bons, les temps sont bons. Tout est dit. Tout est dit. Voilà. Donc, ça va marcher. Ça fonctionne. Alors, effectivement, si on revient un petit peu, avant de vous parler du comment, sur le pourquoi de l'achat durable dans les territoires, j'aurais pas beaucoup de mal à vous convaincre que l'achat est important. Je crois que tout le monde est d'accord sur ce point-là. Pas trop de mal non plus à vous convaincre sur le fait que l'achat est stratégique. Bien sûr, il l'est. Pourquoi ? Parce que les institutions publiques, de manière générale, les collectivités territoriales en particulier, portent aujourd'hui des enjeux essentiels que vous connaissez. L'adaptation au changement climatique, qui a été rappelé encore récemment par la Cour des comptes comme étant un enjeu dont doivent s'emparer les pouvoirs publics de manière forte, qui porte alors sur des sujets évidemment très concernés par les achats, les mobilités, la végétalisation, la rénovation énergétique, la production d'énergie. Ces sujets sont complètement connectés à la question des achats. Quand on parle d'adaptation au changement climatique, ça renvoie aussi à l'accompagnement de ces enjeux et toutes les questions sociales et sociétales que ça peut représenter sur un territoire avec des mécanismes. On voit que la pauvreté s'accroît dans les grandes villes en particulier, et ça signifie qu'il faut également accompagner ce sujet des problématiques sociales et sociétales liées en fait à cette adaptation au changement climatique. Et puis l'investissement public local, il pèse tout de même 70% de l'investissement public tout court. Alors même si on n'a pas les mêmes volumes d'achat que ce qu'indiquait tout à l'heure Renaud Lafeuillade, on est à Strasbourg, ville et métropole, à 490 millions d'euros annuels d'achat, toutes thématiques confondues. Évidemment, quand on est acteur local, on a un rôle à jouer sur ce territoire et on ne peut pas le faire dans notre tour d'ivoire. Et ça me paraît essentiel. C'est la connaissance de l'économie locale. C'est la connaissance de l'économie locale. Alors comment on fait concrètement ? Vous l'avez dit, il faut de la volonté. Il faut une volonté politique tout d'abord, ce qui me permet de saluer notre vice-président Christian Brassac qui est présent dans la salle. Il faut une volonté administrative aussi, et je saluerai son voisin de gauche, Renaud Geisman, le directeur de la commande publique responsable également. Voilà. Il y en a d'autres là, parce qu'allez-y d'un coup. J'ai terminé. Tout ça pour dire que, évidemment, sans volonté, on ne peut pas faire grand-chose. Il est essentiel d'impulser une démarche de changement à la fois en interne, non seulement dans la capacité des équipes, des services à intégrer ces problématiques d'achat durable sur les volets environnementaux et sur le volet social. Et puis, bien sûr, être en capacité aussi de travailler avec le monde économique. Il est essentiel de pouvoir s'adresser au secteur concurrentiel, de pouvoir échanger avec lui dans un cadre sécurisé, parce que, évidemment, pour reprendre l'expression d'Olivier Luanzi tout à l'heure, l'épée de Damoclès, quoi qu'on en dise, elle est là, malgré tout, et on ne peut pas en faire fi. Donc, on n'en fait pas fi, mais pour autant, on essaie d'utiliser au maximum tous les leviers que propose le Code de la commande publique, qui est quand même une magnifique boîte à outils. Et donc, ces leviers nous permettent d'obtenir un certain nombre de résultats. Et d'ailleurs, lorsque vous dites on va à la rencontre des entreprises, c'est avec les entreprises que vous avez rédigé le SPASER. Alors exactement, j'allais venir au SPASER, qui est notre pilier, le pilier de la politique des achats responsable de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg, qui est adopté par de plus en plus de collectivités publiques et d'institutions. Il est absolument essentiel, et je crois que pour qu'il soit pertinent, ce document qui récapitule la politique d'achat d'une entité publique, il est indispensable que cette politique-là ne soit pas hors sol, qu'elle soit connectée aux réalités du terrain et qu'elle soit construite en phase avec une forme de soutenabilité pour le secteur concurrentiel, ne pas brûler d'étapes, en particulier local. Et ne pas brûler des étapes, ça me paraît important. On sait que le mieux est souvent l'ennemi du bien, et on est parfois très pressé en matière d'achat. On aura envie d'intégrer des clauses extrêmement ambitieuses tout de suite, et parfois le secteur concurrentiel n'est pas encore prêt à accepter des exigences très fortes. Et donc il faut savoir faire les choses au fur et à mesure. Si je résume votre propos jusqu'à présent, une volonté politique,
une connaissance de l'économie locale et la volonté d'aller step by step, aller vers l'idéal en passant par le réel. Bref, ça, c'est le cadre général. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de ce qui se fait dans cette Eurométropole de Strasbourg? Parce qu'ils sont faits, les choses. Alors, on essaye d'avancer, on partage et on récupère aussi de bonnes idées qui sont mises en œuvre ailleurs. Je crois que le partage de bonnes idées et de pratiques en matière d'achat est absolument essentiel et je ne peux que l'encourager. Pour vous donner un exemple de progression justement et de cette capacité à savoir s'arrêter au bon niveau sans vouloir aller trop loin. Quand il s'agit d'acheter de l'énergie, il y a une dizaine d'années, on a souhaité orienter nos achats vers de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Le marché à cette époque-là était en capacité de produire à peu près 25%. Donc, on n'est pas allé au-delà à ce moment-là, même si on aurait voulu aller encore plus loin à ce stade. Il nous a semblé qu'il s'agissait là d'un objectif qui était raisonnable par rapport à ce que le secteur concurrentiel était en capacité de faire. 4 ans après, on a pu aller à 75%. Et le marché suivant, on a pu aller à 100%. Tout simplement parce que le secteur concurrentiel a évolué, a progressé, mais il progresse aussi au contact des acheteurs et parce que les demandes des acheteurs évoluent. Et c'est là qu'on a un rôle à jouer en tant qu'acheteur. C'est en se coordonnant, en faisant évoluer la nature de nos besoins, en faisant évoluer notre demande, eh bien, qu'on fait en sorte que le secteur concurrentiel, lui aussi, évolue. Une initiative qui était assez rigolote, c'est ce que vous avez appelé un salon inversé. Alors oui, ça c'était un salon à l'envers qu'on a mis en place il y a une dizaine d'années pour faire en sorte que les acheteurs puissent rencontrer les entreprises. Donc ce sont les acheteurs qui accueillent les entreprises au centre administratif de la ville et de l'Eurométropole pour échanger avec eux, se connaître, mieux se comprendre parce qu'on s'est rendu compte qu'il existait une forme de dialogue de sourds entre deux mondes qui ne se connaissaient pas, qui se connaissaient extrêmement mal et qu'il était très important de pouvoir les faire se rencontrer dans un cadre bien sûr déontologique assuré puisque, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas oublier cet aspect-là. Et important de construire et de notamment le SPASER qui peut être construit en lien avec les entreprises et pour faire écho aussi à leur capacité à faire. Un mot de la stratégie des cantines scolaires, parce que ça aussi c'est pas mal par rapport à l'agriculture locale. Oui, alors sur les cantines scolaires, on poursuit une démarche alors, qui est toujours en cours, qui continue de se déployer, qui a porté notamment sur l'achat d'aliments issus de l'agriculture biologique depuis plus de 10 ans. Et là aussi, on a augmenté au fur et à mesure nos exigences en la matière et ça a permis de créer le premier marché à l'époque avait permis de créer 800 hectares d'agriculture bio autour de Strasbourg. Donc on voit qu'il y a un vrai effet direct de l'achat public sur l'économie locale. Et puis on a mis en œuvre un certain nombre de sujets aussi parce que Strasbourg est une ville d'eau. On a introduit, grâce à une variante qui est quand même un outil extrêmement intéressant pour tester des solutions. Soit elles existent et on peut les mettre en œuvre, soit elles n'existent pas et on ne les met pas en œuvre à ce moment-là. Ça nous a permis de favoriser le transport de matériaux et l'évacuation de déblais par voie fluviale. Voilà, c'est un sujet assez intéressant aussi. Et puis, on est très engagé en matière de réemploi. À Strasbourg aussi, le réemploi, alors notamment dans le cadre de la rénovation du stade de la Méno, qui est un des projets emblématiques et un des plus gros projets du mandat actuel. Là où vous jouiez au foot avant, c'est ça? On rejoue au foot depuis quelques années, à vrai dire. Voilà. Ah ouais. Vous nous préviendrez quand vous serez… C'est ça. Voilà, quand on jouera la Ligue des Champions. Voilà. Et donc, on a choisi, pour mettre en place des brise-soleil, de recourir à 4400 mètres carrés de surcyclage, de fuselage d'A340. Donc, on recycle des fuselages d'avions pour créer des brise-soleil dans ce stade de la Méno. Alors ça, c'est un petit peu des brise-soleil à Strasbourg. Et oui, il y a du soleil à Strasbourg, contrairement à ce qu'on peut croire. Venez dans l'Est, il fait beau, il fait bon. Il y a plein de belles choses à découvrir. Je ne suis pas venu pour rien. Et vous notamment, si je peux vous inviter à venir au prochain marché de Noël, vous savez que c'est aussi un événement important à Strasbourg, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le visiter. Vous verrez à cette occasion-là que nous traitons 25 à 30 tonnes de carton et de plastique qui sont recyclés pour ce marché de Noël et 5 tonnes de biodéchets qui sont là aussi valorisés en gaz à l'issue de ce marché de Noël. Bien, mais ça aussi, je pense que ça peut s'applaudir parce que quand des collectivités nous montrent… Tiens, avant de vous lâcher, tout ça, ça veut dire que vous faites de la préférence locale ou pas? Alors, les mots sont importants. Quand on dit privilégier le local ou attribuer une préférence au local, ça peut être un petit peu tendancieux tout de même. Je préfère favoriser l'accès des entreprises locales à notre commande publique. Faciliter, pardon, pas favoriser. Faciliter l'accès des entreprises à notre commande publique. Comment faciliter leur accès? À la fois en mettant en œuvre des mesures telles que le salon à l'envers, pour faire mieux se connaître les entreprises et les acheteurs publics. C'est aussi diffuser notre programmation des achats pour mettre en capacité les entreprises de disposer de visibilité sur les achats qui seront effectués par les collectivités. Et c'est évidemment travailler
à des mesures d'achat qui soient soutenables pour le secteur concurrentiel. Donc, favoriser, certainement pas. Faciliter l'accès, certainement. Et d'ailleurs, on voit que le secteur concurrentiel lui-même nous permet d'obtenir des chiffres assez intéressants avec 65% d'entreprises qui sont des entreprises barinoises, celles qui sont titulaires de nos marchés publics, et on est à peu près autour de 75% pour les entreprises alsaciennes. Et ça, c'est le libre jeu de la concurrence. Évidemment, une entreprise de Biarritz ne va pas venir répondre à un marché de travaux publics de la ville de Strasbourg, sauf qu'on soit sur un très gros sujet. Donc, il y a aussi cette réalité-là, sans qu'on cherche à forcément favoriser ou vouloir Et on favoriser imagine le mal local. le Strasbourgeois venir à Bayonne non plus. Et l'inverse Ça se vaut passe aussi, bien sûr. Donc, c'est vrai que Bon, vous avez vu que vous avez un jeu-là client fonctionne bien. potentiel là. Hein, vous avez- Bien, merci pour tous ces témoignages qui attestent par l'exemple et par la preuve qu'il y a 1000 initiatives émanant des achats ou des collectivités dans les entreprises et qui sont tous exemplaires, vertueux, solidaires et environnementalement aussi vertueux. Merci beaucoup pour ces témoignages.